Vous vous souvenez en 2020 quand on a combattu un virus? Qu'on ait 20, 30, 40 ou 50 ans, on était tous plus ou moins dans la même galère. Certains l'ont bien vécu, d'autres non, certains sont morts, d'autres sont nés, certains ont fini en dépression, d'autres ont racheté toutes les petites maisons de campagne, mais globalement on s'en est tous plutôt bien sortis, contrairement à une personne qui a combattu un virus tellement plus fort qu'à l'âge de 21 ans, elle en sera condamnée à mort. Laissez-moi vous raconter l'histoire de l'adolescente qui a combattu Hitler. Bienvenue dans Histoire. Et là, normalement, si j'ai réussi, vous devriez avoir un générique plutôt cool pour Histoire. Sinon, vous aurez un zoom sur mon ascenseur mentonal. Voilà. Nous sommes le 9 mai 1921 à Forchtenberg, une petite ville pas loin de Stuttgart. Ouais, en gros, c'est pas compliqué. Tu prends le rond-point au niveau du gros McDo à côté du Schumacherski et tu reprends la Nationale 6 direction je dis des conneries. Je dis des conneries. La famille Scholl accueille leur troisième fille, mais quatrième enfant, Sophie Magdalena Scholl. Son père, Robert Scholl, est un homme simple, mais avec de grandes convictions, ce qui lui a permis de devenir maire de Forchtenberg. Sa daronne, Magdalena, surnommée Lina, est, avant de se marier, infirmière dans une église évangéliste. Ça me fait un front cette casquette, mon ref. Quelques années plus tard, la famille Scholl déménage à Ulm. Robert devient expert comptable et Sophie colorie, dessine et vit sa vie de jeune fille dans la journée. Et quand le soir arrive, elle enfile ses plus beaux collants, mais son magnifique masque avec ses petites oreilles pointues monte sur les hauts toits des beaux quartiers de Ulm et s'amuse à crier « Ich bin Batman ». Son père, ancien maire de Forchtenberg, aux actions politiques assez libérales, pense qu'Hitler est une calamité pour le peuple allemand, voire pire pour le monde. Déjà que dans les années 20, quand Dolphy a commencé à se faire connaître, le daron il s'arrache les cheveux. Je peux vous dire que depuis qu'il a pris le pouvoir en 33, les repas de famille, c'est plus Tiki Winky, tout ça. Non, c'est devenu rabâchement de l'incapacité du peuple allemand à découvrir que Hitler est un véritable fils de péripapéticienne. Mais à l'époque, quand t'es ado en Allemagne, même si cela ne devient obligatoire qu'à partir de 1939, tout le monde doit rejoindre les jeunesses hitlériennes ou la Ligue des jeunes filles allemandes. Sophie, comme ses frères et sœurs, enrôlée par les belles paroles du petit moustachu extrêmement connu, s'enrôle dans ces mouvements de jeunesse hitlérienne. Uniforme, chant patriotique, salut au drapeau et tous les autres machins qu'ils pouvaient faire à l'époque. Genre l'arrêt sur le côté, les petites moustaches, les petits shorts bien serrés qui moulent bien, les petites... Non. Mais il y a un truc qui cloche. Sophie, elle n'est pas comme les autres. Elle lit, elle pense, elle discute avec tout le monde. Et plus le temps passe, plus elle voit des incohérences dans le discours des nazis. Le racisme, la haine, la propagande, elle voulait juste dessiner des fleurs, pas marcher avec un brassard au bras. Son grand frère Hans, lui aussi, se détache clairement du mouvement hitlérien. Toute la fratrie Scholl commence à poser des questions, à chercher autre chose, à se remettre en question, à essayer de comprendre pourquoi les gens sont obnubilés par ce petit moustachu alors qu'il fait du mal partout où il passe. Malheureusement, faut avouer que dans une dictature, poser des questions, c'est aussi bien vu que j'ai pas de ref. Si vous avez une ref intéressante, mettez-la dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez la vidéo, mettez un like et dites-moi ce que vous en pensez, surtout si ça vous plaît. Voilà. Après une année de service auprès des fachos, la Scholl Team décide de prendre du recul, de complètement s'éloigner du fascisme, et Hans, le grand frère, décide de déménager à Munich pour entrer à l'université et étudier la médecine, pendant que sa petite sœur Sophie fait du babysitting. Malheureusement, un événement va changer leur vie à tout jamais. Qui a eu cette idée folle d'un jour envahir la Pologne? Qui a eu cette idée folle d'un jour envahir la Pologne? C'est ce
Sacrée Dolphy, sacrée Dolphy. En 1940, Sophie est obligée de faire une année de service et de service auxiliaire pour la patrie allemande. Et en 1942, à l'âge de 21 ans, et une fois que tout ça est bien derrière elle, elle décide de rejoindre son frère Hans et d'entamer des études de biologie et de philosophie à l'université de Munich. Entre-temps, au début de l'été 1942, son ref Hans et son meilleur ami Alexander Schmorell sont envoyés en tant qu'infirmiers sur le front de l'Est. Et sans aucun doute, ce fut une des pires, voire la pire expérience de la jeune vie des deux bonhommes. Ils assistent au traitement infligé aux Juifs, aux prisonniers soviétiques et à toute autre personne qui n'adhère pas aux idées du petit moustachu. Après être revenu du front et après avoir digéré du mieux possible les atrocités qu'ils ont vécues au front, les deux poteaux veulent faire acte de bravoure et faire comprendre au peuple allemand que le parti de Dolphy n'est pas du tout gentil. Tiens, ça arrive. Sauf que malheureusement, Hans et Alexander ne sont pas des guerriers. De par leur éducation, leurs études et les horreurs qu'ils ont vécues sur le front de l'Est, prendre les armes et entrer dans la résistance, faire exploser des orphelins et sauver des ponts, c'est pas du tout fait pour eux. Et c'est ainsi que naît le collectif de la Rose Blanche. Un cercle de résistants pacifiques composé d'étudiants munichois, le tout plus ou moins dirigé par un prof de philo, Kurt Huber, qui déteste autant les nazis que moi les rhododendrons. Et c'est pour vous dire à quel point il détestait les nazis. Putain de rhododendron. Malgré les peurs de Hans, Sophie rejoint le collectif d'écrivains rebelles, en ayant pour mission l'achat de fournitures nécessaires à l'élaboration des manifestes de résistance, écrites par la Rose Blanche. Je dois quand même vous avouer que le boulot de Sophie n'était pas vraiment, mais clairement pas forcément simple et sans danger. Chaque jour, elle devait se faire le plus discret possible, longer les murs, éviter la Gestapo, parcourir plusieurs kilomètres à pied pour arriver dans les endroits où ils se fournissaient en fournitures. J'aime la redondance. Espérer que ces mêmes fournitures soient toujours disponibles. Ah bah oui, faut pas oublier qu'à cette époque, les petits bonhommes habillés en Hugo Boss avaient tendance à brûler tous les livres et tous les tableaux qui ne correspondaient pas à leurs idéologies. Et refaire le chemin dans le sens inverse. Le 2 février 1943, l'Allemagne prend sa première déculottée. Une partie de la population allemande commence à douter d'Hitler. Ils vont même jusqu'à se demander si la victoire est encore possible. Faut avouer que la bataille de Stalingrad est un véritable massacre pour les troupes allemandes. Sophie et ses Begleiter de la Rose Blanche saisissent cette opportunité pour rédiger un 6e tract, tiré à plus de 2000 exemplaires quand même. Le 18 février 1943, le frère et la sœur Scholl sont en mode mission impossible et rentrent à l'université de Munich où ils déposent des centaines de tracts dans les couloirs, sur les bancs, près des amphis. Et puis à force d'en déposer partout, Sophie Nounette, prend un peu la confiance et monte à l'étage. Et du haut du balcon, elle regarde le hall d'entrée et balance une pile de tracts dans le vide. Les feuilles s'envolent et se dispersent presque aussi vite que ton salaire le 5 du mois. Ce que là où toi, tu n'es que simplement à découvert, Sophie et Hans se font surprendre par le concierge de la fac, qui décide, tel un bon petit navillon, j'aurais peut-être pas dû faire ça avec mes doigts, de les dénoncer à la Gestapo. La Gestapo débarque, arrestation, interrogatoire forcé, à base de cassage de jambes, menaces, pression, mais Sophie reste fidèle. La délation, c'est absolument pas pour elle. Elle a donné son cœur et son âme à la Rose Blanche, donc elle reste calme, résolue. Elle dit tout. Elle avoue tout. Elle protège les autres. Elle ne supplie pas. Et elle ne renie rien. Le 22 février 1943, le procès a lieu. Enfin, si on peut appeler ça un procès, hein. Le machin dure 3 heures et je suis quasiment sûr que vous comme moi, on a vu des blancs aux blagues de McFly et Carlito beaucoup plus longues que ça. Genre vraiment. Le tribunal du peuple se réunit, dirigé par le juge Roland Freisler, un ancien communiste devenu l'un des juges les plus cruels du nazisme. Faut tout de même savoir que le gars, en pleine Première Guerre mondiale,
Il abandonnera l'Allemagne pour rejoindre la révolution bolchevique de Russie et il finira par devenir un des juges principaux du Troisième Reich après un retournement de veste incroyable. Ah bah ce gars-là, on peut dire que c'était le roi des branleurs au pays des... Condamné à mort pour trahison, propagande subversive, complicité avec l'ennemi, Sophie Scholl, Hans Scholl et Christoph Probst, un de leurs amis, seront exécutés le jour du procès sur ordre de Freisler, qui trahira quand même la législation allemande en ne respectant pas les 99 jours de délai avant une exécution. Quelques mois plus tard, d'autres membres de la Rose Blanche seront eux aussi condamnés à mort, tandis que d'autres, souvent considérés comme de simples soutiens complices, seront envoyés dans des camps de concentration où la plupart trouveront la mort. Sophie Scholl et son crew n'ont pas pris les armes. Ils ont simplement refusé de se taire et de se laisser embarquer dans des diktats qui ne leur correspondaient pas. Aujourd'hui, Sophie, de par sa détermination, sa prise de risque, son courage et le rôle plus qu'important qu'elle a eu dans le collectif de la Rose Blanche est devenue un symbole en Allemagne. Et un symbole de résistance à une époque où le simple fait de penser différemment pouvait vous coûter la vie. Cette histoire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à prendre le temps de plus vous renseigner sur l'histoire de Sophie Scholl. Abonnez-vous, partagez, likez, mettez vraiment un énorme pouce en l'air comme as, comme disent les anciens sur YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et aussi je suis disponible sur Spotify. Peace.